Et voilà, bonjour les amis, et écoutez, bonne année, bonne santé, préparez votre porte-monnaie, voilà, c'était mon petit sketch de pendant que j'étais en train d'autofoquer l'autofocus, normalement c'est bon, je vais apparaître, coucou me voilà, salut les copains, tous mes vœux pour cette nouvelle année, on se retrouve enfin après quelques jours de repos, qui était bien mérité. En tout cas, j'en avais bien besoin. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bien évidemment, elles étaient sans doute un petit peu différentes des années précédentes. Vous avez aimé 2020, vous allez adorer 2021, l'année qui sera pire que 2020. Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Je vous disais, bonne année, bonne santé, préparez votre porte-monnaie parce qu'il va falloir qu'on se fasse taxer, fiscalité et tout ce que vous voulez parce que une crise telle que celle que nous vivons, ça coûte cher, très très cher. Et vous allez voir, si je vous dis que l'année 2021, elle risque d'être pire que l'année 2020, c'est pas forcément sur le plan de la pandémie, c'est plutôt sur le plan de l'économie. Et donc on va regarder tout ça ensemble pour démarrer l'année sur des chapeaux de roue. Allez, venez, suivez-moi. Donc 2021-2020 empire, arrêt des aides, début de la crise. Et oui, ça va être ça le sujet en fait de 2021. Jusqu'à quand va-t-on pouvoir verser des aides? Et ça, il y a des éléments concrets pour essayer de répondre à cette question. Et en tout cas, si jamais on continue à verser des sous, eh bien, ça va avoir des conséquences. Des conséquences soit sur l'endettement, soit sur la monnaie. Et donc, à un moment donné, ça va être stop ou encore. Et stop ou encore, c'est la question qu'on va être amené à se poser. Enfin, nous, on va rien nous demander en fait, comme d'habitude, on va pas vous demander votre avis. On risque plutôt de vous faire stop et vous allez voir, on a déjà quelques éléments de réponse. Donc voilà, petite carte de vœux spéciale grenier de l'écho, entre masques, piqûres, seringues et 2020-2021, une année où on va évidemment naviguer à vue entre pandémie et économie, parce que la pandémie n'est pas finie, et la crise économique, elle, de toute façon, est inéluctable et elle va démarrer. Alors, on a un double problème majeur, ça c'est hyper important, c'est la vitesse d'accroissement de l'endettement des États et la vitesse d'accroissement de la masse monétaire. Et simultanément, à ces deux problèmes majeurs, qui est la vitesse d'accroissement de l'endettement et la vitesse d'accroissement de la masse monétaire, nous avons un autre problème gravissime qui est celui de la vitesse de la circulation de la monnaie, qui, elle, s'effondre. Vous prenez un billet de 20 €, ce billet de 20 €, il part des mains de Charles, je le donne à Paul, puis Paul va consommer chez Pierre, puis Pierre, il va se faire une coupe chez le coiffeur, chez Jean, puis Jean, une fois qu'il a encaissé le prix de sa coupe, il va manger au resto chez Jackie, etc., etc. Donc ça, c'est la vitesse de la circulation de la monnaie, c'est-à-dire vous voyez bien qu'il y a une grande différence en fait entre la quantité de monnaie qui existe et la vitesse avec laquelle circule cette monnaie. Pour vous le dire autrement, si on a 100 000 milliards d'euros et que ces 100 000 milliards d'euros ils sont stockés sur nos comptes en banque et qui ne circulent pas, il n'y a pas d'activité économique. Vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie et pourtant il n'y a pas d'activité économique. Donc l'activité économique, elle se mesure par la vitesse de circulation de la monnaie. C'est une notion dont on parle assez peu mais qui pourtant est hyper importante dans une équation économique et qui permet notamment avec l'inflation, c'est MV égale PQ. Vous regarderez, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus et des articles sur MV égale PQ. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Alors regardez, ça c'est l'augmentation de la masse monétaire. Je vous ai pris les États-Unis, mais ça marche avec la zone euro, évidemment, c'est exactement la même chose pour la BCE, c'est la même chose pour le Japon, c'est la même chose pour l'Angleterre, c'est la même chose pour la Suisse, etc., etc. Les proportions varient un peu, mais enfin globalement, le phénomène est le même. Regardez, ici on est en 1980, donc on est années 70, années 80. Vous avez en gros 1000 milliards de dollars. On va être à 1000 milliards de dollars de 1980, un peu avant 90, jusqu'à 2005. Voilà, d'accord. Donc on a une masse monétaire, vous voyez, qui bouge extrêmement peu et en tout cas qui bouge tout à fait en
cohérence avec l'évolution de l'activité économique et de la création de richesse. Donc on a une évolution de masse monétaire qui est relativement lente et c'est extrêmement logique. Dans un monde économique normal, la masse monétaire évolue à un rythme sensiblement similaire à celui de la croissance économique. Et puis on a la première réelle envolée de la masse monétaire. Ça commence avec les attentats du 11 septembre 2001. On voit ici le petit pic, un petit trait bleu, un petit point bleu, c'est évidemment les injections de monnaie qui ont lieu en septembre 2001, septembre, octobre, novembre, décembre 2001. Mais après on reste sur un rythme, bien que la masse monétaire s'accroisse, on reste sur un rythme qui reste relativement modéré. C'est à partir de la crise de 2007-2008, dite crise des subprimes, qu'on va avoir une première envolée de la masse monétaire. Et vous voyez, donc là on était comme ça, si on le fait visuellement, donc on a une pente qui est douce, on a les subprimes, on a une pente qui devient quand même sacrément pentue, on est à peu près à 45 degrés. Puis alors là, on a ici la crise du Covid, et donc on a fait autant de masse monétaire sur ces 8 premiers mois, allez, on va dire sur les 12 premiers mois de l'année, qu'on en avait fait, waouh, en 20 ans. D'accord ? Donc c'est évidemment considérable. Donc on était comme ça, on a un rythme qui passe à 45 degrés, puis là on est quasiment à 90 degrés ici. Donc c'est un rythme d'accroissement de la masse monétaire qui est absolument intenable si vous voulez tenir la valeur de vos monnaies. Donc avec un rythme d'accroissement de la masse monétaire tel que vous le voyez là, vous allez évidemment vers une hyperinflation à la vénézuélienne, à l'Argentine, à tout ce que vous voulez. Ça, c'est un accroissement qui n'est pas durable et qui n'est pas tenable dans le temps. C'est une certitude absolue, comme 1 et 1 font 2, ça ne marchera pas. Et même si tout le monde fait ça, à un moment donné, de toute manière, ça va poser un énorme problème. Donc, premier grand sujet, l'augmentation de la masse monétaire. En fait, ce n'est pas l'augmentation qui est un problème, c'est la vitesse d'augmentation de la masse monétaire qui est évidemment le sujet majeur. Et je voulais vous montrer ce graphique pour que vous ayez vraiment ces 3 périodes. On monte globalement, on a une progression qui est globalement liée à l'accroissement de l'économie et donc du PIB, donc en relation avec la croissance. Ensuite là, on est clairement dans de la création monétaire, on est dans une pente à 45 degrés, et là on est dans une pente à 90 degrés. On est au bout évidemment du système monétaire quand on voit ça, on est au bout de sa monnaie. Donc ça c'est pour le dollar américain. Alors normalement, quand on a un accroissement de la masse monétaire, on n'a pas un accroissement simultané du déficit public. En tout cas, c'est extrêmement rare, si ce n'est peut-être au Venezuela ou en Argentine dans les meilleurs moments, et éventuellement au Zimbabwe quand on est au pire moment de l'hyperinflation. Or pourtant, vous voyez ici, on est également dans une augmentation très significative et extrêmement violente de l'accroissement de la dette, du ratio dette sur PIB. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, 100% de dette sur PIB, c'est ici. Donc en gros là, vous avez évidemment la crise. Donc là, regardez, on est globalement, on est toujours en dessous ou légèrement au-dessus de 60% de dette sur PIB. Là, on parle des États-Unis, mais c'était pareil en Europe avec vous savez, les critères de Maastricht. Pareil, 60% de dette sur PIB, c'était le critère. Donc, on va évoluer pendant des années plus ou moins autour de ce seuil de 60% de dette sur PIB. Et puis là, arrive la crise des subprimes. On a la première envolée. Alors, regardez, on va passer de 60% à 100%. Donc on met 40 points de déficit supplémentaire pour rétablir la situation économique tant bien que mal liée à la crise de 2007-2008 qui est dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu. Et là, on va rester à peu près stable après cette grosse augmentation. Alors regardez, on est dans une augmentation là qui est ultra significative puisqu'on passe de 100% à 140 quasiment. Donc on remet 40 points de plus de dette sur PIB et on passe à 140, c'est évidemment pas soutenable. Donc non seulement on a une création monétaire qui est extrêmement forte, mais en plus avec une vitesse d'accélération qui est extrêmement forte de la création monétaire et une vitesse d'accélération du déficit et donc de l'endettement qui est également
extrêmement inquiétant, donc là non plus, c'est pas tenable. Et simultanément, c'était ce que je vous disais, nous avons un effondrement de la vitesse de circulation de la monnaie, donc chaque billet circule de moins en moins vite et donc réalise de moins en moins de transactions économiques et donc de moins en moins de croissance. Et regardez, en descendant en dessous du niveau de 4, nous sommes revenus au niveau des années 60. Waouh! On a effacé 60 ans, on a effacé 60 ans d'accélération de la vitesse de la monnaie, de la circulation. On en revient à une économie telle qu'on ne l'avait pas vue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette information, le marché automobile français est tombé à son niveau de 1975. Voilà, donc vous voyez, vous avez un phénomène majeur de décroissance sous les yeux. Vous avez un phénomène violent de décroissance ou un phénomène d'effondrement, puisqu'on peut parler là, quand on voit ces chiffres-là, on est dans un phénomène d'effondrement économique. Ce qui est assez logique, vous allez voir le graphique suivant. Je vous ai mis le taux de croissance annuel du PIB de notre pays, la France, depuis 1950. Voilà, donc on va parler de temps long. Et je trouve que ce graphique est très intéressant. Je ne suis pas sûr que vous voyez bien, mais je vais bien vous le commenter. Et puis si vous mettez en grand écran, je pense que vous verrez mieux. Ici, donc là en gros, c'est nos taux de croissance. Donc vous voyez déjà que les taux de croissance sont chaque décennie de plus en plus bas en fait. Donc la croissance tend inexorablement vers zéro au cours des différentes décennies. Et la croissance moyenne de chaque décennie est toujours plus faible que la croissance de la moyenne de la décennie précédente. Premier élément. Deuxième élément, depuis 1950 jusqu'à nos jours, donc on parle de quelque chose comme 70 ans, nous avons connu évidemment quelques crises majeures. Alors, la première ici, donc quand c'est en bleu, les grands traits en bleu, c'est une croissance positive, et puis les traits beiges, ils auraient été plus visibles en rouge, ils matérialisent une croissance négative, comme dirait Christine Lagarde, c'est-à-dire de la récession. D'accord ? Donc la croissance négative n'existe pas, évidemment, c'est une récession, donc on est en dessous de zéro, puis la ligne là, c'est évidemment la ligne du zéro. Donc première récession significative, c'est le choc pétrolier des années 70, d'accord, 75 en fait. Donc vous avez un choc pétrolier ici, et donc là on a plusieurs trimestres de récession. Mais regardez comme c'est faible, ça descend que juste là. Voilà, je vous mets mon doigt pour vous montrer, ça descend juste là. Ensuite, nous avons une récession dans les années 95. D'accord ? C'est pour ceux qui s'en souviennent, les plus anciens, ils vont se souvenir des primes, les Jupettes pour Alain Juppé et les Balladurettes pour Édouard Balladur. C'était des primes pour relancer le marché automobile, l'économie, etc. à cette époque-là, parce que ça n'allait pas bien. Il y avait eu un krach immobilier à la fin des années, toute fin des années 80, début des années 90. Il y avait également eu la réunification allemande, une très grosse augmentation des taux d'intérêt, puisque les Allemands n'ont pas créé. Ils ont emprunté de la monnaie pour financer la réunification allemande et donc ils ont asséché le marché international de l'argent et de l'épargne. Ils ont drainé toute l'épargne vers l'Allemagne et donc évidemment ça fait augmenter les taux d'intérêt. C'était une superbe époque pour les rentiers puisque tous ceux qui détenaient notamment des contrats d'assurance vie, ils avaient pas d'inflation. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'inflation. Vous aviez des taux à 12% sans rien faire. C'était absolument remarquable et le tout avec des pays qui étaient relativement peu endettés, donc pas trop d'inquiétude. Donc ça, c'était la récession des années 95. Et donc là, ça descend à peine, on est là. Voilà. Ensuite, on a la crise de 2008. Et encore, ceux qui s'en souviennent, ceux qui l'ont vécu, se souviennent que c'est une crise très forte, avec d'énormes inquiétudes, beaucoup de tensions, un effondrement des marchés financiers, etc., etc. Et pour 2008, qui est une crise énorme, faillite de Lehman Brothers, tout ce qu'on veut, on descend là. Et ensuite, on a la crise économique liée au Covid qui, sur la croissance, vous le voyez ici, on descend ici. Donc la pire crise que nous ayons connue, c'est celle de 2008. Celle de 2008, elle nous fait descendre ici, et là, on descend ici. Donc vous voyez, c'est absolument considérable. Donc quand vous voyez
ce graphique, que vous remettez les choses en perspective, nous avons ici une crise économique d'anthologie dont on parle quasiment pas dans sa gravité, parce qu'évidemment il faut ni alarmer monsieur et madame Michu, ni paniquer les foules, et encore moins désespérer Billancourt. Les plus anciens comprendront cette expression. Alors, faillite, effondrement monétaire ou fin des aides. Et ça va être ça le sujet, ça va être ça le débat pour 2021. Comment on aide, jusqu'où on aide, jusqu'où on va aller, et encore pendant combien de temps? Souvenez-vous, Emmanuel Macron, premier confinement, on va tout sauver quoi qu'il en coûte. D'accord? Donc c'est le quoi qu'il en coûte. Mais quoi qu'il en coûte, ça a une limite quand même. Et cette limite, nous venons de l'atteindre. Donc ça va être le sujet évidemment de 2021, et c'est pour ça que je voulais consacrer cette première vidéo à ce sujet des aides et de la fin des aides ou de la faillite. Et donc la faillite, c'est de toute façon la fin des aides. Donc est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement de dire « oh là, on va réduire les aides pour éviter la faillite ?» Peut-être pas, d'accord? Bon, ceux qui pensent qu'on peut ne pas rembourser la dette, ils ont raison. Mais on peut ne pas rembourser la dette, c'est pas un problème ça de ne pas rembourser la dette. Le problème c'est ce qui vient après, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne remboursez pas votre dette, plus personne ne veut vous prêter. Et donc si plus personne ne veut vous prêter alors que vous dépensez tous les ans 3 fois plus que ce que vous gagnez, vous n'allez pas pouvoir continuer à dépenser 3 fois plus que ce que vous gagnez. En clair, ça veut dire que vous allez devoir fonctionner en ligne créditrice et ne dépenser que ce que vous gagnez. Et alors là, je peux vous dire que ça va être le bal des couineuses, parce que tout le monde touche, dans un pays comme la France, tout le monde touche. Les gens qui sont à RSA bénéficient de la solidarité, les gens qui sont à la retraite bénéficient de la solidarité, les actifs qui sont malades bénéficient de la solidarité, les retraités bénéficient de la solidarité, les familles bénéficient à travers les CAF de la solidarité, les gens les plus modestes bénéficient des APL pour se loger et donc de la solidarité, et je peux vous multiplier tout ça et tous les exemples possibles et imaginables. Nous bénéficions tous à un moment donné de la solidarité et donc de ces sous qui sont financés aujourd'hui à crédit. Et donc, si vous ne remboursez pas votre dette, il n'y a pas de problème, mais ça aura des conséquences. Voilà, on peut ne pas rembourser sa dette, ça pose aucun problème, mais ça a des conséquences. Et ces conséquences, elles sont violentes. Et donc moi, j'avais résumé le problème en disant les conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique pour éviter la faillite sont sensiblement les mêmes en réalité. Puisque dans tous les cas, ça veut dire que vous devez couper dans les dépenses. Soit vous coupez dans les dépenses parce que vous avez fait faillite et que plus personne ne veut vous financer, donc vous êtes obligé de couper dans les dépenses, soit vous coupez dans les dépenses avant de faire faillite et que plus personne ne veuille vous financer. Mais finalement, quand on y réfléchit de cette façon-là, les conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique nécessaires pour éviter la faillite sont sensiblement identiques, c'est-à-dire que dans tous les cas, elles sont socialement désastreuses, humainement très difficiles, et évidemment, elles sont tout sauf plaisantes, et voilà, donc je crois qu'il faut bien comprendre ça. Alors vous avez un rapport qui a été fait et qui a été commandé par le G30, d'accord, donc vous savez, les G10, G20, G7, voilà, pas les taxis, mais les regroupements des pays les plus développés économiquement, machin, tout ce que vous voulez. Donc le G30, c'est clairement la nouvelle gouvernance mondiale, d'accord. Donc le G30, c'est les 30 plus gros pays au monde, ils se réunissent et ils disent, bon bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'on va faire et comment va-t-on s'y prendre? Reviving and restructuring the corporate sector post-Covid. Designing Public Policy Interventions, diraient les Anglais. En clair, ce rapport, c'est un rapport en anglais de 88 pages qui a été rédigé par Mario Draghi, l'ex-gouverneur de la Banque Centrale Européenne, et par Raghuram Rajan, l'ex-gouverneur de la Bank of India. Donc la Banque centrale indienne et la Banque centrale européenne. Les deux anciens gouverneurs ont fait un rapport, un dossier de 88 pages en disant bon ben voilà ce qu'il va falloir faire maintenant. Hein. Et donc va falloir notamment sauver ce qui peut l'être et puis prendre des décisions et des mesures très impopulaires. Je vous renvoie à ce qu'avait dit
Emmanuel Macron, dans son interview sur le Média Brut, dit, je vais peut-être être amené à faire des choses qui rendront de toute manière ma candidature impossible, ma propre candidature à ma propre réélection en 2022. On en prend évidemment tout droit le chemin, puisque ce qui est impopulaire, c'est cesser les aides, avec une concentration de l'aide sur les entreprises sauvables et significatives, je vais vous en reparler, et le reste, on va le laisser faire faillite. Ça, je vais vous le dire autrement, les petits commerces, les restaurateurs, les petites PME, les machins, on va laisser tomber. En fait, on ne va pas forcément pouvoir continuer à soutenir ça éternellement. Et on va concentrer l'aide sur les grandes entreprises majeures. Alors quand je dis grandes entreprises, je ne parle pas forcément des entreprises cotées du CAC 40. Je parle des ETI, je parle de grands groupes qui peuvent être cotés mais pas forcément au CAC 40. On peut imaginer qu'on va sauver par exemple l'essentiel de l'écosystème du secteur aéronautique, par exemple, parce que c'est stratégique. Donc on va sauver Airbus, on va sauver les moteurs pour faire les Airbus Safran ou les moteurs qui vont dans les Rafales de Dassault parce que c'est l'armée. Donc on va sauver Airbus, on va sauver Dassault s'il faut, on va sauver Safran si c'est nécessaire. Puis on va sauver un certain nombre de leurs petits ou plus petits sous-traitants parce que tout ça c'est un écosystème et des savoir-faire. On va sauver peut-être les chantiers navals de Saint-Nazaire et de l'Atlantique, même s'ils ont été rachetés par des Italiens. Voilà, donc on va peut-être orienter très certainement les aides de cette façon-là. Et puis le petit restaurateur à Friboisette, les Oies, eh bien, il risque d'avoir prochainement, bientôt, plus que ses yeux pour pleurer. On dira, mais écoutez, mon brave monsieur, c'est de toute façon ça ou la faillite. Donc ce sera votre faillite à vous, mais pas la faillite de l'État. Donc voilà vers quoi on va sans doute s'acheminer. Donc là aussi, ça veut dire qu'en termes patrimonial, il va falloir avoir des réflexions là-dessus. Sans compter, et ça c'est important aussi, c'est que la pandémie, elle n'est pas finie. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier, novembre 2020, j'avais fait pour mes lecteurs de la lettre stratégie Covid-21, le confinement sans fin, avec le risque majeur évidemment des mutations. Alors le Covid, globalement, de ce que j'ai pu lire, comprendre et retenir, il mute de façon extrêmement, je ne vais pas dire quotidienne, mais enfin presque, ça mute tout le temps, mais toutes les mutations ne sont pas biologiquement significatives. On va dire qu'on a 2 fois par mois, 1 fois tous les 15 jours, une mutation biologiquement, pour les scientifiques, biologiquement significative. Et puis alors quand on a une mutation très significative, eh bien, par exemple les vaccins ARN aujourd'hui fonctionnent sur la protéine spike qui est sur le coronavirus et qui permet l'accouplement du virus avec les cellules humaines pour les infecter, et donc le mécanisme d'infection. Et quand on a des mutations, ça peut affecter tout simplement, par exemple, l'efficacité des vaccins qui ont été mis au point. Alors on dit, ouais, c'est génial, on a mis des vaccins au point en 1 an, mais entre le moment où on les met au point, les moments où on va pouvoir les déployer, le moment où on va pouvoir vacciner tout le monde, si entre-temps on a une mutation qui rend inopérante ce vaccin, eh bien on a tout le chemin à recommencer, donc on risque comme ça de courir après les vaccins. Donc moi je suis pas en train de vous dire ça va se passer, ça va pas se passer, j'en sais rien. Je dis simplement en termes analytiques, la pandémie elle est pas terminée. On a des risques de mutation et souvenez-vous, on a eu l'inquiétude danoise, on a eu l'inquiétude sud-africaine, on est aujourd'hui dans l'inquiétude anglaise avec la mutation anglaise. Et donc l'urgence de la vaccination que vous pouvez ressentir et parfois même ne pas comprendre, à mon sens, en tout cas analytiquement, moi c'est comme ça que je le vois, et encore une fois je suis pas en train de vous dire que j'ai raison, mais voilà, intellectuellement je pense que cette urgence de la vaccination elle est liée évidemment au risque de mutation, et donc c'est une course contre la montre en fait. Il faut vacciner tout le monde tant que le vaccin est efficace et avant qu'on ait une mutation sur laquelle éventuellement il ne serait pas efficace. Ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir des mutations forcément, et ce qui ne veut pas dire que ces mutations elles seront forcément plus graves ou moins graves, en fait on n'en sait rien, et ça ne veut pas dire non plus que ces mutations, le vaccin serait inefficace dessus. On n'en sait juste rien du tout, mais c'est techniquement un risque et scientifiquement un risque. Donc une crise sanitaire qui n'est pas terminée, des États qui n'ont plus de munitions budgétaires,
Souvenez-vous, la courbe sur l'endettement, on est tous à 120, 130, 140% de dette sur PIB. Des banques centrales qui impriment déjà tellement de fausses monnaies qu'elles n'ont plus non plus de munitions monétaires. Alors, on peut continuer à aller dans un délire encore plus important de taux d'intérêt ultra négatifs. On pourrait mettre moins 5% de taux d'intérêt pour éroder la dette, etc. Donc, on va peut-être, sans doute même, ce genre de solution. Il est un peu trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que on est dans une situation économique extrêmement difficile, qui est une situation économique qui est jamais vue, qui est mondiale, et donc évidemment, il va falloir qu'il se passe des choses. On peut appeler ça le grand reset, on peut appeler ça un effondrement. On ne sait pas encore exactement quelle tournure vont prendre les événements. N'oublions pas non plus que Joe Biden n'est pas encore entré à la Maison-Blanche et que Donald Trump, lui, n'est toujours pas parti. Donc là aussi, on va introduire une autre incertitude sur un mois de janvier qui va être assez compliqué. Alors, le pire n'est jamais sûr, bien évidemment. Mais 2021 a très clairement le potentiel pour être pire que l'année 2020 et pour vraiment nous la faire regretter. La crise économique, elle est inévitable. Donc j'ai scindé entre ce qui est inévitable et ce qui est un risque qui peut potentiellement se matérialiser. Donc la crise économique, ça, soyons clairs, elle est inévitable. Le fait qu'on va devoir cesser un certain nombre de plans d'aide, réduire, redimensionner à la baisse l'aide qu'on donne aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, etc. C'est une évidence. Donc la crise économique, elle est inévitable. L'alourdissement fiscal, il est a priori inévitable. J'y reviendrai tout au long de l'année sur quelles vont être les évolutions fiscales, celles qui sont probables, voilà, avec des taux qui vont augmenter, de nouveaux impôts qui vont peut-être apparaître, etc. Et donc, comment on peut évidemment limiter la note. On a en revanche un risque de crise budgétaire. Quand on a 140% de dette sur PIB, on se retrouve dans la situation de la Grèce en 2011, enfin un peu moins, mais enfin l'idée vous la comprenez. Et là je vous parle pour la France, mais enfin n'allez pas regarder le taux d'endettement de l'Italie. On a un risque de crise monétaire. Quand vous voyez cette envolée de la création monétaire, et bien évidemment on a un risque majeur de crise monétaire. Et on a un risque politique qui est spécifique à la zone euro, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut payer la crise, qui c'est qui paye et comment on paye quand il y a des divergences, d'accord? Donc 70% de dette sur PIB et 75% de dette sur PIB en Allemagne au moment où je vous parle, 120, 125% en France. Donc vous voyez, c'est pas pareil. Donc est-ce que les Allemands vont vouloir payer pour les Français, inversement, etc., etc. Donc tout ça, c'est le risque spécifique, c'est le risque politique spécifique à la zone euro. Ça ne veut pas dire que la zone euro va éclater, c'est-à-dire que potentiellement, il y a un risque qu'il y ait un désaccord politique pouvant nous mener jusqu'à l'éclatement de la zone euro ou pas. On verra bien. Dans tous les cas, restez à l'écoute et abonnez-vous. Donc abonnez-vous à cette chaîne, évidemment, ou abonnez-vous à la lettre stratégie ou au site Insolentiae à sa lettre d'information quotidienne et gratuite, parce que nous allons vivre une année absolument passionnante, mais vous l'avez compris, très risquée, très compliquée, souvent très négative, avec beaucoup de problèmes sur l'emploi, avec des vrais problèmes sanitaires, avec des vrais problèmes médicaux, avec des vraies tensions qui cisaillent toutes les sociétés, qu'elles soient américaines, la société ou française. Et même si les problèmes sont différents, vous voyez que les problèmes sont majeurs. Et l'année 2021 s'annonce sous des auspices très complexe, très compliqué, donc je serai là pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année et puis de vous la rendre, à défaut de vous la rendre plus douce, de vous la rendre en tout cas plus intelligible et de vous permettre d'être mieux préparé, parce que comme disait mon pépé, si un homme averti en vaut deux, un homme averti et préparé en vaut quatre. Ça marche aussi pour les dames, bien évidemment. Alors, merci de me mettre un gros doigt bleu de Schtroumpf qui est le petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne Le Grenier de l'Écho et évidemment au site insolentiae.com. Les amis, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2021. Je vous souhaite avant tout la santé et l'amour. Pour l'argent, vous l'avez compris, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, le plus important, c'est l'amour. Tout le reste, comme disait, pour tout le reste, ça s'achète et il y a Eurocard, Mastercard pour ça.
Mais en tout cas, il nous restera au moins l'amour et l'eau fraîche. Ça, c'est presque gratuit. Prenez bien soin de vous, les amis. Une très belle année. Beaucoup de santé, beaucoup d'amour. Parce que finalement, au bout du compte, il n'y a que ça qui compte. La santé et l'amour. Aimons-nous et aimez-vous. Salut les copains. À la semaine prochaine.